Quelque chose est en train de se passer. Oui. Quelque chose est en train de se passer et il faut avancer très vite. La protection de l'Europe par les États-Unis est une parenthèse de l'histoire et que cette parenthèse se termine. Bonjour Vincent, merci de m'accueillir chez vous. Merci Denis. Vincent Desportes Général, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous avez fait, comment vous avez construit votre carrière? Écoutez, je ne suis pas sûr que ça présente un intérêt, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui me caractérise, c'est d'avoir été soldat 38 ans. Je suis consacré à cette affaire-là et j'ai peut-être deux choses qui sont intéressantes à comprendre, qui m'ont formé. La première, j'étais un soldat de la guerre froide. Et ensuite, j'étais un soldat de la fin de la guerre froide. Et donc, je me suis préparé pendant 15 ans à faire la guerre qui est en cours aujourd'hui, en quelque sorte. Ensuite, j'ai fait autre chose avec un autre modèle de force, des opérations expéditionnaires au Sahel, en Afghanistan. Donc, deux parties de carrière, mais ce qui se passe aujourd'hui continue à avoir un lien extrêmement fort avec ce qui avait constitué ma vocation. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que j'ai vécu 5 ans, j'ai servi la France 5 ans aux États-Unis, j'ai passé 2 ans à l'intérieur de l'US Army, j'ai fait l'école des généraux américains à Carlisle en Pennsylvanie, et j'ai été 3 ans attaché à l'ambassade de France près des États-Unis, ce qui m'a amené à travailler presque tous les jours, soit au Pentagone, soit au département d'État, soit au Conseil de sécurité. C'est-à-dire que j'ai vu vivre cette machine qui a été le cœur du monde, qui l'est moins, mais dont les décisions demeurent absolument fascinantes. J'ai vécu au cœur de cette machine-là. Ça m'a enlevé beaucoup d'illusions et ça m'a fait comprendre ce que sont les États-Unis et leur machine qui, hélas, aujourd'hui, hélas pour nous, est de plus en plus déréglée. Vous avez été au cœur en fait, du fonctionnement d'un empire. C'est passionnant. Absolument, absolument. Et quand j'étais à Washington, donc j'y étais 3 ans, de 2000 à 2003, période très intéressante, puisqu'elle est marquée en son cœur par deux choses. Un, les attentats du 11 septembre, qui ont été une rupture évidemment dans le monde, et d'autre part, la guerre en Irak, qui a parachevé cette rupture-là. Et donc c'était absolument passionnant. Et quand j'étais à Washington, j'avais le sentiment, et c'était vrai à l'époque, que tout ce qui se passait dans le monde, à un moment donné, passait par Washington, et que ce que décidait Washington, en quelque sorte, avait un impact sur le monde entier. On sait que le monde a évolué, puisque ça remonte donc à 20 ans, et qu'énormément de choses se sont passées depuis 20 ans, mais il est clair qu'il y a 20 ans, j'étais au cœur d'un empire, voire plus, puisque le monde était unipolaire. Donc Washington était le cœur battant du monde, ce qu'il n'est plus aujourd'hui. Alors, je mettrai à la fin de la vidéo vos ouvrages, parce que, en plus, vous avez travaillé sur des ouvrages de stratégie. Vous avez écrit plusieurs. Ensuite, vous êtes également un professeur. Vous intervenez à Sciences Po, à HEC, je crois. Donc, vous transmettez beaucoup. Donc ça, c'est important. Je préciserai tout ça à la fin. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez été le témoin de bascule majeure historique. C'est qu'on avait un monde bipolaire. Vous l'avez connu ensuite unipolaire, et maintenant on est en train d'essayer un monde multipolaire. Donc en fait, moi ce qui me passionne, et je crois qu'on a cette passion en commun, c'est les grands empires. En fait, c'est le choc du temps long. Les grands empires qui pourraient ressortir du passé, ressurgir du passé. Le monde américain est en train, on le voit un petit peu, de refluer en ce moment, et on voit des ambitions russes, des ambitions turques, des ambitions chinoises, à des degrés divers d'ailleurs, et en fait on est en train d'avoir un rappel du temps long à l'heure actuelle. On va vers un retour en arrière, dont on ne peut pas être surpris, puisque l'histoire du monde est faite d'aller et retour. Et donc, comme vous le sous-entendez, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre les tendances en marche par le monde, qui peuvent être déviées pendant un moment donné, mais qui finissent par revenir. Et vous l'avez dit, là, on sort d'une période qui a été bénie pour nous, on sort d'une période qui a commencé en 1945 avec la conférence de San Francisco, qui établit l'ONU, qui établit le multilatéralisme, et qui va être la matrice du monde, le monde étant régulé à partir de ces règles-là, régularisées et polarisées. La bipolarité va, comment pourrait-on dire, mais polariser le monde. C'est un champ magnétique qui organise les relations internationales
autour de ces deux aimants que sont Moscou et Washington. Et ça a fonctionné 80 ans. Avec des tensions, mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné 80 ans. Et effectivement, en 89, on a eu la chute du mur qui a extrêmement mal été gérée. Et je crois anticipée en fait. Comment ? Elle n'a pas été anticipée. Elle n'a pas été anticipée, mais elle n'a pas été gérée. Et là, on ne peut que le reprocher aux Américains. Les Américains étaient devenus brutalement responsables du monde. Et à part une petite période de temps dans laquelle ils ont essayé de créer, de penser un monde nouveau, ils sont très rapidement revenus à ce qui les fait eux-mêmes, c'est-à-dire la boussole, leur boussole qui est leur intérêt, sur cette phrase de Bush père, nous avons gagné et ils ont perdu, donc nous allons établir le monde en fonction des nouveaux rapports de force. Alors qu'ils avaient De Gaulle avait raison. Oui. Les États n'ont que des intérêts. Les États n'ont que des intérêts. On se rappelle de Lord Palmerston, le ministre des Affaires étrangères de la reine Victoria, qui dit « La Grande-Bretagne n'a pas d'amis, la Grande-Bretagne n'a pas d'ennemis, elle n'a que des intérêts éternels. » Mais le reproche qu'on peut faire, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, il y a une pensée forte, c'est la pensée de Wilson, qui, pour des raisons de politique intérieure américaine, comme souvent, finalement ne va pas produire les résultats qu'on en attendait, puisque le Sénat américain ne ratifiant pas le traité de Versailles, ce monde va s'écrouler. Ce qui va nous conduire, à cause de la défection américaine, ne l'oublions pas, à la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'on parlait souvent de l'humiliation faite aux Allemands, mais en réalité, il y a aussi la cause américaine. Et bien sûr, la cause américaine est très importante. C'est-à-dire que la SDN sans les États-Unis, ça n'était pas la SDN. On se rappelle, c'est une autre histoire, je ne réponds pas à votre question, mais on se rappelle que, au fond, la France, c'est-à-dire en gros Clémenceau et Foch, acceptent le dictat des États-Unis sur l'assurance que les États-Unis et l'Angleterre, quoi qu'il arrive, en cas de crise, eh bien, interviendraient immédiatement pour rétablir les équilibres en Europe. L'Amérique, n'ayant pas ratifié le traité de Versailles, eh bien, cette assurance ne fonctionne plus. Nous-mêmes, nous n'avons plus des garanties territoriales, vous savez, occupation de la Rhénanie, etc. Et donc, eh bien, la défection des États-Unis vont créer les conditions de la Deuxième Guerre mondiale. On se rappelle par exemple que les États-Unis n'exigent pas le paiement des dettes allemandes. Pourquoi ? Parce qu'ils investissent en Allemagne et il faut que les capitaux américains rapportent. Et si une Allemagne pauvre ne peut pas faire fructifier les capitaux américains, en même temps, les États-Unis exigent de la France que la France paie ses dettes. Ça, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. La fin de la Deuxième Guerre mondiale, est pensée dès 1941 par Roosevelt, qui est un visionnaire, et qui va accepter, pas au début, mais il va accepter cette idée de multilatéralisme. Du temps, oui. Donc l'ONU, donc les accords de Bretton Woods, donc au bout d'un moment le FMI, etc. Bon. Et ce monde a fonctionné. Mais ce monde a correspondé à une époque. La chute du mur en 89 va faire exploser ce monde-là, et les États-Unis, au lieu de réorganiser le monde à partir des nouvelles données, va chercher à juste tirer parti dans son intérêt personnel, des nouvelles conditions. Et donc, le monde occidental n'établit pas les conditions qui auraient pu générer la paix pendant un certain temps. L'Amérique, au lieu de chercher à réintégrer la Russie dans le monde occidental, parce qu'au fond, ça aurait été contre ses intérêts, ne le fait pas. Et nous, faible Europe, nous ne faisons rien. Et donc, le schéma américain s'impose, le monde n'est pas réorganisé, ce qui conduit à la guerre que l'on connaît. Et donc, ce qui est intéressant, je disais tout à l'heure, vous parliez d'empire. Le premier projet de Roosevelt, à partir de 1941, ça n'est pas le multilatéralisme. C'est un monde gouverné autour de quatre, ce qu'il appelle les gendarmes du monde. Les gendarmes du monde, pour lui, à ce moment-là, c'est évidemment les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est la Russie et c'est la Chine. Donc on a une vision, et bien cette vision-là, elle est en train de réapparaître. Le multilatéralisme, c'est-à-dire éclate.
il est désormais rejeté, parce que ce multilatéralisme-là, on le sait bien, n'était jamais que la projection sur le monde d'une pensée qui est désormais rejetée par les pays qui sont devenus le Sud global, et qui étaient le tiers-monde, ou qui étaient la conférence de Bandung, etc. Et donc, ce monde-là est rejeté, et donc réapparaissent maintenant un certain nombre de pivots du monde, qui sont bien sûr toujours les États-Unis, mais qui en face sont la Chine, qui seront peut-être l'Inde, et qui seront peut-être la Turquie, et peut-être la Russie, on ne sait pas. Mais donc, on va passer d'un monde régulé par son multilatéralisme à un monde qui sera régulé par la puissance des puissants. Ce qui veut dire qu'on va bien probablement avoir 5 gendarmes du monde. Il est clair que la guerre en Ukraine la fin de la guerre en Ukraine, la façon dont ça va se terminer, va modeler tout ça. Mais on voit bien que le monde d'hier est mort, et qu'il faut qu'on le comprenne, et qu'il faut se préparer et se projeter dans le monde de demain. Vous avez noté que dans les 5 gendarmes qui se présentent, je ne parle pas d'Europe. Ce qui est évidemment grave, je n'en parle pas, parce que l'Europe aujourd'hui est incapable de se penser avec la puissance dont elle a besoin pour être un des grands acteurs du monde, se protéger en termes de défense et protéger nos propres valeurs. Et on voit bien aujourd'hui, avec le pivot américain vers l'Asie, qu'il est absolument temps que l'Europe se réveille. On en parlera si vous voulez. Mais oui, aujourd'hui, il y a un réveil des empires par effondrement du multilatéralisme, par effondrement de la légitimité du multilatéralisme qui est bien perçu de la pensée de l'Ouest pour l'Ouest et par l'Ouest. Donc c'est fini cette affaire-là. Donc on va vers un nouveau monde. On aura évidemment la Chine, on aura l'Inde, et Modi a raison de dire « je suis la puissance, enfin, le pays qui a la population la plus large du monde ». Il est non aligné. Il n'est pas aligné, et il sera, dans quelques temps, l'Inde sera une des puissances économiques, troisième ou quatrième puissance économique dans quelques années. Et donc, il dit, moi, je dois faire partie de ça. Donc, on va avoir la Chine, on va avoir l'Inde, la Russie, on verra, c'est pareil. Comment ça va se passer? Elle a des prétentions. Elle a des prétentions, et elle veut. En tout cas, c'est son projet. C'est son projet, bien sûr. Et puis, on a la Turquie avec le projet impérial d'Erdogan qui veut évidemment, qui veut rétablir l'empire. En jouant sur l'effondrement de certains pays, bien comme sûr, la Syrie, comme le Liban. Et puis d'où son jeu un peu ambigu avec la Russie, parce que n'oublions pas. Et avec l'Europe. Avec l'Europe. Mais l'ennemi héréditaire de la Turquie, c'est la Russie. C'est la Russie. On se bat pour la mer Noire, on se bat pour Odessa, on se bat pour la Crimée. Et donc, on a un jeu un peu ambigu, parce que l'Empire ottoman se reconstruira, comme tous les empires, sur la ruine des autres. Et au fond, la chute de la Russie ne serait sûrement pas pour déplaire à la Turquie. Ce ne sera pas perdu pour tout le monde. Ce ne sera pas perdu pour tout le monde. Et évidemment, la Crimée, ça l'intéresse. La Crimée a été beaucoup plus longtemps turque que russe, et infiniment plus qu'ukrainienne, évidemment. L'Empire ottoman, ça a duré 800 ans, quand même, au total. Bien sûr, bien sûr. Sur tout le pourtour de la Méditerranée, en allant vers l'Asie, au moins jusqu'à la Crimée, et plus que ça. Donc, on voit bien. Donc, on a effectivement des appétits d'empire. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Et à partir du moment où le grand shérif international... Comment? On l'a vu en 91. On l'a vu en 91. À partir du moment où le grand shérif international, les États-Unis se sont fatigués de la guerre, se retirent du monde, et bien toutes les tendances lourdes finissent par revenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les conflits se multiplient et qu'ils sont, eux, polarisés autour d'un certain nombre d'aimants essentiels, qui sont les États-Unis, mais qui sont l'Inde, qui sont la Chine, évidemment. C'est pour ça que l'Ukraine est très révélatrice, en réalité, parce que ça a été un point sensible, l'Ukraine, dans l'Empire russe. Et c'est central. L'Ukraine, je crois qu'Ukraine, ça veut dire pays de frontières. Et le problème de l'Ukraine, c'est que les frontières de l'Ukraine ne sont pas gravées dans le marbre. Je dirais un peu d'ailleurs, et non l'a oublié européen, que comme tous les frontières des pays de l'Europe de l'Est, comme on l'appelait avant, où les frontières ont basculé. La Pologne en est un exemple typique, évidemment, puisque la Pologne, par 4 fois, a même disparu de la carte. Mais l'Ukraine, c'est comme ça. Est-ce que ça commence à Lviv ou pas? Quand vous demandez aux Polonais, vous dites non, attention, Lviv c'est polonais. Jusqu'où ça va au nord, au sud, etc. Bon, et on voit bien, que c'est très compliqué. Et l'Ukraine, le drame de l'Ukraine, c'est que c'est une terre
noire, mais c'est une terre de sang. C'est une terre de sang parce qu'elle se trouve au carrefour entre la Baltique et la mer Noire et entre l'Est et l'Ouest. Oui. Et donc, l'Ukraine, par nature, et personne n'enlèvera sa géographie à l'Ukraine, elle se trouve au creux, au cœur des tendances. En plus, malchance, et chance pour elle, mais malchance, c'est un pays riche. Oui. C'est un pays riche de sa terre nord. On se rappelle que les Grecs venaient chercher le blé dans le Pont-Euxin. Toujours riche, bien sûr, riche de sa mer Noire et riche de son acier. Et des minéraux. Riche de son acier et riche aussi de sa proximité avec le Caucase. On ne peut pas oublier que quand Hitler lance militairement son ost politique le 21 juin 1941, en envoyant 3 500 000 hommes attaquer, il va d'abord se saisir du Donbass, parce qu'il a besoin, sa première cible, c'est le Donbass. Et derrière, c'est évidemment le Caucase. Mais pour aller dans le Caucase, il faut passer par le Donbass et par l'Ukraine, on n'a pas le choix. Donc on voit que cette pauvre Ukraine est une terre qui a été martyrisée, et qui, ayant été martyrisée, a martyrisé. On ne doit pas oublier que c'est une terre de haine profonde entre les Ukrainiens et les Polonais. On a eu des pogroms réciproques dans les deux sens. C'est une terre de haine avec les Allemands, la Shoah par balle, etc. Donc c'est une terre de sang. Et c'est un pays qui a évidemment le droit de vivre, mais qui porte en elle un destin qui est tragique. Et il faudra bien, à la fin de cette guerre, qu'on essaye de faire en sorte que ce destin soit moins tragique. Mais ce destin ne sera... c'est pas les armes qui feront ça. C'est à un moment donné la bonne compréhension de chacun que finalement ce serait pas si mal que ça de vivre dans un monde en paix. Et c'est bien, au fond, le problème de l'après-guerre en Ukraine. Quel monde voulons-nous créer? Quel rapport entre le Sud global et l'Occident global? Comment arriver à vivre? Quelle architecture générale de sécurité? Nous avons raté la dernière opportunité qui était 89. On l'a raté 33 ans après. On a cette guerre qu'on avait voulu éviter. Elle arrive. Et donc, que faire pour que demain ne soit pas comme hier? Mais en réalité, on peut aussi très mal finir cette guerre. En fait, on peut très mal construire cette paix. On l'a vu avec l'Afghanistan, avec les Américains. On l'a vu avec l'Irak. On l'a vu avec la Libye. En fait, déclarer une guerre pour le bien ou pour une cause ou pour des valeurs, soit, mais si elle est mal terminée, si elle est mal conclue, ça va faire le ferment de la prochaine guerre en réalité. Et pour l'instant, il y a quand même beaucoup de passionnalité, et pour l'instant, on ne voit pas émerger de solutions, évidentes pour tout le monde. Non, mais c'est le point essentiel. La règle, c'est qu'une guerre ne peut être bien conduite que si l'on sait ce que l'on en veut en termes politiques. Qu'est-ce que c'est que la guerre? La guerre, ça sert juste à modifier le champ politique, le rapport de force dans le champ politique. Donc la guerre en elle-même, elle n'apporte pas de solution. C'est un outil en fait. La guerre, elle est créatrice de nouvelles conditions. C'est un outil de création de nouvelles conditions. Mais ça n'a pas de sens si je ne sais pas ce que j'en veux. Et donc c'est bien le drame aujourd'hui de cette guerre-là, c'est qu'elle est pensée au niveau micro-technique, micro-tactique, que je te donne un char, je te donne un fusil, mais je ne sais pas. Nous ne savons pas. Le russe, on sait ce que veut le russe, mais européen et américain, nous ne savons pas. Voilà. Nous ne savons pas. Et nous ne savons pas pourquoi. Nous ne savons pas parce que tous ceux qui font de la stratégie, moi je suis professeur de stratégie, j'ai écrit des livres de stratégie, ça savent bien que la stratégie ne peut être basée que sur un but positif. Qu'est-ce que j'attends à la fin? Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit juste, la Russie ne doit pas gagner. On ne peut pas construire une stratégie sur un but négatif. Il faut donc avoir un but positif vers lequel on va faire converger des lignes d'opération militaires, diplomatiques, économiques, etc., qui vont permettre de produire cet objet-là. Et on sait bien que dans une guerre, ce qui est important, ce n'est pas les armes, c'est tout ce qui est autour. On voit bien que le problème de Zelensky est d'abord aujourd'hui un problème diplomatique et non pas un problème militaire. Et ça se finira en diplomatie. Ça se finira en diplomatie. Donc c'est pour ça que, moi je dis qu'il y a trois impensés de la guerre. Il y a trois. Comment vivre demain une fois que cette guerre sera terminée? Quel nouveau rapport établir entre le Sud global et l'Occident? Alors je dirais entre le Sud global envers l'Asie globale aussi, les pays un peu autoritaires, et nous. Mais en tout cas, il faudra bien arriver à vivre. Peut-être reprendre le schéma des 4 ou 5 gendarmes. Mais de toute façon, le multilatéralisme est mort. Donc il faut le penser.
et pas le penser en disant on va faire comme avant. Ça ne marchera pas. Méfions-nous des Américains. Et les gens s'accrochent. Qui s'accrochent à leur ancienne puissance. Exactement. Ce qu'on comprend bien. Mais c'est fini cette affaire-là. Donc on a ensuite la deuxième chose qui est fondamentale, c'est quelle architecture de sécurité bâtir en Europe. Tant qu'on ne sait pas, est-ce qu'on va la faire avec, contre ou sans la Russie? Mais posons-nous la question, qu'est-ce qu'on en attend finalement pour faire en sorte que mes petits-enfants, à moi, ne connaissent pas dans 30 ans à nouveau une autre guerre? Et puis ensuite, en aval encore, parce que tout ça est un système de matrioshka, d'architecture. Quelles sont les conditions immédiates, là maintenant, qui permettraient de rentrer dans la paix, c'est-à-dire d'amener les uns et les autres à une table de négociation? Parce qu'à la fin, il y aura une négociation. Forcément. On négocie toujours. Quand je suis américain, je négocie avec le Vietcong, je négocie avec les talibans, je négocie avec les Irakiens, mais à la fin, ou alors je détruis. Non, on ne détruira pas la Russie comme on a détruit l'Allemagne. On ne la détruira pas. Parce que pour les raisons que chacun connaît, la bombe nucléaire, en étant une essentielle. Donc, à la fin, quoi qu'il arrive, on négociera. Donc, qu'est-ce qu'il est raisonnable de négocier? Quel système devons-nous établir? Et c'est là où l'Europe est tout à fait importante, parce que l'Europe doit bien comprendre que finalement, la protection de l'Europe par les États-Unis est une parenthèse de l'histoire. Et que cette parenthèse se termine, et qu'on en sort très vite. Je voulais justement conclure sur l'Europe. Vous aviez parlé justement de la fin de la Première Guerre mondiale, et ce fameux parapluie américain. Ouais. Et je voulais vous faire rebondir là-dessus par rapport à ce qu'avait dit Merkel, et d'ailleurs Scholz est entre guillemets en panique par rapport à ce nouveau sujet qui lui tombe sur la table. C'est que lorsque Macron est arrivé au pouvoir, tout de suite, première visite à Merkel, il a dit « il faut qu'on pense l'Europe de la défense ». Et immédiatement, Angela Merkel a répondu « mais moi, j'ai déjà mon armée, c'est l'OTAN ». Et vous avez vu qu'entre-temps, Scholz, maintenant, fait tout pour rattraper le retard de son armée, et il a déclaré « l'Allemagne aura la plus grande armée d'Europe ». Bon, ça nous rappelle aussi des mauvais souvenirs, cette affaire. Donc en fait, là, il y a un parallèle à faire avec 18, et en fait, vous voyez, effectivement, l'Europe n'est pas autonome. C'est une très belle zone économique, une formidable zone économique, mais elle est encore en construction au niveau politique, au niveau de la défense. Alors maintenant, c'est un sujet, vous avez vu, tout le monde en parle en ce moment, de l'ordre de la défense. Même Ursula von der Leyen a dit, c'est urgent maintenant, il faut qu'on crée un poste de commissaire à la défense, alors qu'il y a encore quelques temps, personne ne voulait en entendre parler. Vous voyez, comme quoi ce qui était un gros mot hier devient une évidence aujourd'hui. Hein, c'est le fameux Schumpeter, vous voyez. Et en fait, maintenant, vous voyez comment cette espèce de rapport de l'Europe avec sa propre défense, son autodéfense quelque part. Alors les choses sont simples. On voit aujourd'hui, je répète ce que j'ai dit parce que je le crois fermement, c'est-à-dire la protection de l'Europe par les États-Unis est une parenthèse de l'histoire. Quand le parapluie américain s'est fermé vers les années 1926-27, eh bien on est rentré dans la guerre. Parce qu'il n'y avait plus de parapluie américain et qu'on avait basé tout notre système de défense sur l'idée que les Américains viendront. Ensuite, on a eu ça. Le général de Gaulle, qui connaissait Roosevelt, et dans des conditions un peu compliquées, on le sait, avait bien compris que la crédibilité de la défense américaine n'était pas assurée, d'où l'idée qui est un peu antérieure à lui-même, enfin, qu'il a poussée, qui est l'idée de l'autonomie stratégique par la création de l'arme nucléaire. Tout le monde oublie aujourd'hui cette autonomie stratégique. D'ailleurs, toutes nos autonomies stratégiques, on les a perdues. Mais j'ouvre une petite parenthèse. Et s'il n'y avait pas eu décembre 41 avec Pearl Harbor, est-ce que les Américains seraient rentrés dans la guerre et seraient venus nous aider? Alors, ils ont mis du temps. Alors, je vais répondre rapidement parce que je voudrais répondre à votre première question. Oui, bien sûr. Depuis 1938, Roosevelt avait compris que ceux qui se préparaient en Europe l'affecteraient. Les Américains n'avaient rien compris, évidemment. Ils ne savaient pas où était l'Europe. Oui, bon, ils l'avaient compris. Donc, dès 1938, il va augmenter les cadences de production d'armement, etc. Et dès le mois de janvier 1941, Roosevelt a compris que cette guerre serait sa guerre. Il réfléchit avec Churchill, et on sait bien que les États-Unis sont en quasi-guerre avec le Japon sans que rien n'ait été déclaré. Et l'hypothèse du sommet de Québec en janvier 1941 est de dire, même s'il y a une guerre avec le Japon, ce sera Germany first. Germany first. Et la grande force de Roosevelt, c'est bien que le Japon ait attaqué à Pearl Harbor le 7 décembre 1941, d'avoir maintenu
son opinion publique, c'était difficile, et ses militaires, et c'était difficile, en disant non, notre premier sujet, c'est l'Allemagne, on traitera le Japon après, et ça s'est passé comme ça. Donc, si on revient à notre rang, quel est le problème numéro 1? C'est qu'aujourd'hui, alors que nous avons un PIB européen qui est 3 à 4 fois supérieur au PIB de la Russie, alors que nous avons des dépenses militaires européennes qui sont, là encore, 3 à 4 fois supérieures, pas tout à fait, mais quand tout le monde sera à 2%, on sera 4 fois supérieur au budget russe, eh bien, nous sommes incapables, nous, Européens, je n'ai pas dit autant, nous, Européens, incapables de conduire la guerre. Pourquoi? Pour un certain nombre de raisons simples. Nous avons besoin des pièces de cohérence qui sont données par les Américains. L'exemple flagrant, par exemple, c'est en reconnaissance, en ISR, comme les appellent les Américains, eh ben c'est eux qui détiennent le système de renseignement qui permet de conduire les opérations. En missiles longue portée, c'est eux qui les ont. En armes de combat contre les armes anti-aériennes. Vous savez qu'une opération, on commence par détruire les armes anti-aériennes de l'autre. Eh bien, c'est les Américains qui les ont. Les F-35, que les Européens ont achetés, eh bien, ne peuvent pas fonctionner si l'Amérique ne veut pas. Donc, les désactiver à distance. Exactement. Et donc, on a besoin. Autre problème, nous ne pouvons pas commander une opération. Nous n'avons pas de PC. C'est-à-dire que bien qu'ayant des armées considérables avec des moyens considérables, nous sommes incapables d'agir sans les Américains. Qu'est-ce qui peut se passer le 5 novembre prochain? Le camarade Trump va pas dire il n'y a plus de temps, c'est pas possible. Il va dire, les gars, I am the commander in chief. Tous les chars, tous les avions, vous rentrez. Qui peut l'empêcher? Rien, personne, et pas le Sénat américain, parce qu'il n'a pas besoin des 2/3, là, il a besoin d'avoir juste la majorité. Il va dire, vous rentrez. C'est-à-dire que sans même quitter l'OTAN, l'Amérique nous enlève du jour au lendemain toute capacité de nous défendre contre la Russie. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut créer, avant de parler d'autonomie stratégique, parce que c'est compliqué, d'abord, construisons une autonomie opérationnelle. Nous ne l'avons pas, nous, Européens. Si les Américains enlèvent et décident de le faire, et la stratégie, c'est se préparer au pire. Il n'est pas sûr, mais il est possible. Et donc, je bâtis ma stratégie par rapport à ces choses-là, en suivant la grande règle que donnait Jack Welch, grand chef d'entreprise américain. General Electric. General Electric, il disait, la question c'est qu'est-ce qui peut me tuer? Eh bien, qu'est-ce qui peut me tuer demain? C'est que Trump dise le 6 novembre, les mecs, tous les chars américains, vous rentrez. Et qu'est-ce que nous faisons nous? Rien, nous sommes incapables. Et on se trouve devant un drame terrible, c'est que les armées russes, imaginons, peuvent rentrer en Europe à ce moment-là. Et puis elles arrivent à Kiel, à Strasbourg. Et là, qu'est-ce qu'on fait nous? Ben, on ne peut pas les arrêter, donc on va tirer nucléaire, on va être obligé. Et donc, parce que nous n'avons pas de capacité opérationnelle, parce que nous n'avons pas d'autonomie opérationnelle, nous condamnons les citoyens français, nous condamnons les citoyens de l'Europe, ou tout ou rien, rouge ou mort, rouge ou mort. Eh bien, pour que ce dilemme-là ne soit pas posé, rouge ou mort, il faut arriver à faire en sorte que l'Europe soit capable elle-même, sous son propre commandement, de conduire des opérations. C'est absolument urgent. Ça ne se fera pas demain matin, mais si on ne commence pas aujourd'hui, ça ne se fera jamais. Le pivot américain vers l'Asie est inscrit dans l'histoire longue dont vous parliez à juste titre. Ça va se passer comme ça. On a connu il y a 10 ans une période de temps où il n'y avait plus un char américain ici. C'est comme ça. Ce pivot initié par Obama, qui se dit être le premier président du Pacifique, ce pivot inéluctablement va avancer. Cette dérive du continent américain vers son ouest est inscrite dans la marche du temps. Alors nous-mêmes, eh bien nous devons trouver notre autonomie. Ce qui ne veut pas dire que nous soyons ennemis des Américains. Et évidemment, l'Occident, c'est l'Amérique et nous. Et donc on n'est pas un club si grand que ça et on a intérêt à se serrer les coudes. Comment? On le voit en ce moment. On le voit en ce moment, bien sûr. Et donc, mais les intérêts américains ont été convergents avec les nôtres pendant une partie des temps, mais ils ne le sont plus, ils ne le sont juste plus. Qu'est-ce qui nous permettait de croire aux États-Unis? Maintenant, on a vu que la politique extérieure des Américains, elle était erratique, elle était imprévisible et qu'elle n'était pas durable. Ils nous ont lâchés, nous, soldats français en Irak, ils nous ont lâchés avec l'AUKUS, etc. En Afrique, ils nous ont lâchés tout le temps. Et pourquoi elle n'est plus durable? Parce qu'il n'y a plus une colonne vertébrale. Avant, il y avait une colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'était
que je fasse partie du Great All Party, le GOP, les républicains, ou que je sois démocrate, j'ai un ennemi, c'est l'Union soviétique. Exactement. Et donc je passe d'un président démocrate à un président républicain, au fond ça ne change pas. Mais du jour au lendemain, là, ça a changé. Il y en a un qui dit l'Europe c'est mon affaire, c'est Biden. Trump dit l'Europe je n'ai rien à foutre. C'est clair. Et le président Macron disait à juste titre il y a quelques jours, la défense de l'Europe ne peut pas dépendre de l'électeur américain. Eh ben non, non, parce que l'électeur américain, par nature, par tendance forte du monde, nous lâchera. Parce que ça ne peut pas être autrement. Et donc, eh bien, l'Europe doit se prendre en compte, sortir des vieilles idées. Quel est le drame de l'Europe ? C'est qu'elle a été en dehors du tragique du monde pendant 80 ans. Elle croit que l'ordre naturel du monde est la paix, la gentillesse. Elle s'accroche à ça d'ailleurs. Elle veut surtout que rien ne change. Que là, ce serait presque des épiphénomènes. Vivement qu'on retrouve la terre de paix. Mais nous avons changé de paradigme. Bien sûr. C'est pas parce que pendant 80 ans, nous avons confié notre défense au courage et aux finances des autres qu'il ne faut pas aujourd'hui comprendre que ce monde-là est terminé et que nous n'avons qu'une période de temps très courte pour devenir autonome opérationnellement, reconstruire une dissuasion conventionnelle qui nous évitera de tirer le nucléaire et qui nous permettra d'être un acteur majeur du monde, et peut-être parce que nous serons devenus, de faire éviter cette guerre qui est en gestation, cette guerre entre les États-Unis et la Chine. Ouais. Et est-ce que le drame de l'Europe, ce ne serait pas simplement parce qu'on est un continent ? On est un continent, on n'est pas un pays. L'Europe n'est pas un pays. Et en fait, on est tellement divers à l'intérieur de ce continent, la mosaïque est tellement différente que ça va être compliqué de créer une unité. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est ça, c'est de créer une unité pour qu'ensuite on puisse canaliser. Parce qu'effectivement, vous le disiez, on a d'importants budgets de la défense, indiscutablement. Mais en fait, on ne les a pas canalisés. Donc en fait, il y a beaucoup de doublons, il y a beaucoup de fuites quelque part. Donc on pourrait avoir une très grande armée, mais pour l'instant, en fait, il va falloir la penser avant de la créer, cette armée. Bien sûr. Et de la même manière qu'il faut absolument penser la fin de la guerre en Ukraine, oui, et qu'il faut arriver, non pas chacun achète de l'armement où on fait, mais arriver à comprendre qu'il faut bâtir un truc full spectrum, comme disent les Américains, mais que chacun ne pourra pas avoir tout et qu'il faut coordonner l'ensemble. Ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation. Exactement. D'organisation. Comme souvent. Comme toujours. D'organisation pour une fin. Et le problème, effectivement, c'est que la fin, elle ne peut pas faillir, évidemment, mais la fin n'existe pas. C'est-à-dire que les visions du monde sont différentes. Et c'est pour ça que le président Macron, avec hélas sa maladresse, qui est aussi égal qu'à sa capacité de voir, d'ailleurs, eh bien, a fait du bien dans ce grand succès politique qui était la réunion du 26 février dernier, qui est un grand succès, qui a gâché par une façon de dire les choses qui n'était pas particulièrement adaptée, alors que sur le fond, il avait raison. Bien, on avance petit à petit, mais c'est à partir du moment où on aura compris ce qu'on vient de dire là, où on aura compris que nous devions... Cette vision sera forcément un peu un compromis, parce qu'on ne peut pas, nous, on a un passé tourné vers le sud, la Pologne c'est quand même plutôt vers l'est, donc il va falloir trouver un compromis. Mais c'est possible, parce qu'aujourd'hui, eh ben, on est revenu dans les conditions de la guerre froide, parce que l'ennemi, il est là, et que si on s'en occupe pas, il s'occupera de nous, selon le vieux mot de Lénine. On va conclure sur Lénine, je m'y attendais pas du tout, Vincent. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre éclairage. Et puis, en espérant que tout se passe mieux, mais en tout cas, il y a des sujets qui vont agiter notre planète. Et encore, attendons le 4 novembre, et Trump, je pense qu'il va s'en occuper, lui également, à secouer notre planète. Alors moi, je dirais, ne l'attendons pas, réagissons maintenant, et donnons-nous un avenir et construisons. Non, c'est pas bien, il le faut. Oui, il le faut. Je suis entièrement d'accord. Mais je crains que Trump bouge avant l'unité européenne, que l'unité européenne se fasse. Mais peut-être que ça va les secouer. Peut-être que justement, ce sera le déclencheur pour arriver à créer une sorte de coalition en Europe. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer et il faut avancer très vite. Merci, cher Vincent. Merci, Lénine. Et merci à Lénine de s'être invité tout à la fin de notre interview. Merci beaucoup. Merci.